Manderson se serait suicidé. Allons donc. Des journaux américains l'ont imprimé. Il y a eu beaucoup de grabuge ces temps-ci à Wall Street. Effondrement des cours, banques en faillite, une cascade de ruines et de suicides. Mon cher Trent, le groupe Manderson était capable de soutenir le marché à lui tout seul. C'est tout de même curieux que le grand patron ne soit pas rentré à l'Amérique afin de diriger lui-même les opérations. Il les dirigeait aussi bien d'ici. Le service des postes de Londres avait envoyé au bureau de Marston toute une équipe de techniciens pour transmettre les innombrables dépêches qu'il expédiait chaque jour. Excusez-moi, je vous oblige à marcher un peu vite. Oh, les 60 ans ont encore de bonnes jambes. Je comprends que vous soyez pressé d'arriver. Ah oui. Dommage tout de même que vous n'ayez pas 2 minutes pour admirer le paysage. Un artiste comme vous. Artiste de naissance et journaliste d'occasion. Mais le journaliste a laissé à Londres le chevalet et la boîte de couleurs de peintre. Avouez que c'était plus raisonnable. Ce pays est admirable. Oui. Les fous de Wall Street peuvent bien s'agiter comme des hannetons dans un tambour. Ils n'empêcheront jamais la mer de moutonner au pied des falaises, le blé de mûrir et les troupeaux d'engraisser dans les pâturages. Décidément, l'hypothèse du suicide ne tient pas debout. Primo, personne ne s'est jamais suicidé en se tirant une balle dans l'œil. Secondo, on aurait retrouvé l'arme près du corps. Et pas d'arme. Tertio, Couples, vous qui avez vu le cadavre de Manderson aussi bien que moi, avez-vous remarqué ses poignets? Oui. Oui, ils étaient égratignés, meurtris. Ce qui prouve que quelqu'un a essayé de lui immobiliser les mains et qu'il s'est débattu. Et pourquoi ces meurtrissures ont-elles tout de suite attiré notre attention, hein? Ça... Eh ben, tout simplement parce que les manchettes de la chemise étaient remontées dans les manches du veston. Sans doute s'était-il habillé à la hâte. Oui, bien sûr. Mais à côté de cette preuve de grande agitation, il y en a d'autres qui signifieraient plutôt le contraire. Il est mal habillé pour un homme méticuleux, mais il est trop habillé. Tenez, prenons une hypothèse simple, celle qui vient d'abord à l'esprit. Au milieu de la nuit, Manderson entend du bruit et pense que des cambrioleurs se sont introduits dans la maison. Il se lève et commence à s'habiller. Il remet tous les sous-vêtements qu'il portait la veille au soir, sans oublier un seul bouton. Même, il prend le temps de se recoiffer. Vous avez vu ça, un vrai chef-d'œuvre. Mais tout à coup, il s'avise qu'il n'a pas de temps à perdre. Il enfile au galop son veston, noue sa cravate et ses lacets de chaussures à la va-vite. Et pourtant, il se dit qu'il ne peut descendre sans emporter sa montre en or, son trousseau de clés et un peu d'argent. Objets indispensables, comme chacun sait quand on veut se mettre à la poursuite des voleurs. On a retrouvé toutes ces choses dans ses poches. Oui, avec ce léger détail qu'au lieu de mettre sa montre dans la poche habituelle doublée de chamois, il l'avait mise dans une autre. Ne croyez-vous pas, Trent, qu'il est un peu tôt pour construire des hypothèses? Vous avez tout à fait raison. Il faut d'abord reconnaître le terrain. Marchons. Est-ce que c'est encore loin? Non, c'est après le tournant que vous voyez là-bas. Depuis combien d'années sommes-nous amis, mon cher Couples? 5 ou 6 ans, je crois. Et vous n'avez jamais songé à me dire que vous aviez une nièce, et que cette nièce était la femme du fameux Manderson? Peut-être, parce que je n'en étais pas très fier. Du reste, c'est à peu près à l'époque où nous nous sommes connus que ce mariage a eu lieu. Vous avez pourtant fait toute votre carrière dans la finance, vous aussi. N'avez-vous pas dirigé une de nos grandes banques pendant plus de 30 ans? Oui. Mais je n'ai jamais admis, je n'admettrai jamais qu'un homme s'arroge le droit d'affamer des dizaines de milliers de ses semblables pour assurer la réussite de ses spéculations. Manderson, sur ce point, est un véritable criminel. Un criminel endurci. Je suppose que vous êtes venu habiter ce petit hôtel de Marston où je vous ai rencontré ce matin pour vous rapprocher de votre nièce. Je n'ai plus qu'elle. Et elle n'a plus que moi. Mais pourquoi n'êtes-vous pas descendu chez elle? Uniquement pour la raison que je viens de vous dire. Voilà le tournant annoncé. Oui, et au-delà de la grande pelouse, la maison promise. Un beau décor pour un vilain crime. Et ça semble fantastique qu'on puisse se faire assassiner dans un endroit pareil. Près de là est cette cabane. Oui, c'est là qu'on l'a ramassée. Voyons un peu. Non, derrière, là. Où l'herbe est froissée. Froissée. Je m'étonne qu'elle ne soit pas davantage. Croirait-on que 2 hommes se sont battus sauvagement à cette place? Il y a plus de 24 heures, Trent. L'ondée d'hier soir et la rosée de ce matin ont pu réparer en partie les dégâts. Oui, c'est possible. On l'a découvert vers 10 heures. J'étais présent quand le médecin a fait les premières constatations. D'après l'état du corps, il a dit que la mort devait être récente. Toujours leur théorie. La rigor mortis, comme ils disent, peut se produire presque instantanément ou très longtemps après. Elle dépend des conditions même de la mort ou bien de l'endroit où le corps a séjourné. Quelques bonnes preuves de ce genre et on vous condamne un innocent.
Je doute que vous puissiez trouver quelque chose. J'ai vu l'inspecteur de Scotland Yard au travail. Je vous jure que c'était du fignolage. Un grain de café ne lui aurait pas échappé. Scotland Yard est déjà passé? Ils ne perdent pas de temps, les gars. À propos, vous savez comment il s'appelle, cet inspecteur? Murch, je crois. Ou quelque chose de ce genre. Murch? Je peux dire que j'ai de la chance. Un bon gros qui ne me mettra pas des bâtons dans les roues. Enfin, si nous allions visiter la maison à présent. Voilà quelqu'un qui en sort. Vous connaissez ce jeune homme, Couples? Oui, John Dearlow, un secrétaire de Manderson. Voulez-vous lui parler? Non, pas encore. Non, moi j'aime bien observer l'extérieur des gens avant de scruter le dedans. Belle carrure. Silhouette sportive. Il est très bien, ce type. Il est anglais? Ça ne se demande pas. Et même rien qu'à l'allure. Oh, tenez. Rien qu'au salut qu'il vient de nous envoyer, je parierais qu'il y a peu d'années, ce garçon-là jouait encore au cricket sur les Grands d'Oxford. Vous dites John Dearlow. Ma nièce m'a dit qu'il était d'une excellente famille. Votre fils de famille a l'air bien fatigué. On le serait à moins. Avant-hier soir, Manderson lui avait donné l'ordre de se rendre par la route à Southampton. À Southampton? Pourquoi faire? J'ai vaguement compris qu'il s'agissait de rencontrer un homme qui devait s'embarquer pour la France. Avec Manderson, c'était la bagarre perpétuelle. Et quand est-il revenu, votre John Dearlow? Hier, dans la soirée. 15 heures au volant. Vous pensez? Et la nouvelle qui l'attendait ici n'était pas faite pour le remettre d'aplomb. Manderson n'avait-il que ce secrétaire-là? Il en avait un autre, un Américain, nommé Bonner. Chacun avait son domaine particulier. Bonner, le business, et Dearlow, les plaisirs. Le pétrole Néron Manderson. Ou pas précisément. Manderson était un homme de mœurs irréprochable. Il avait la passion des sports. Alors il avait pris John Dearlow pour s'occuper de ses chevaux, de ses chasses, ses voitures et de son yacht. Eh bien maintenant, il ne me reste plus qu'à fureter dans cette grande maison. Oh, je finirai bien par trouver quelque chose. Mais mon premier devoir n'est-il pas d'aller me présenter à Madame Manderson? C'est elle au moins que le Daily Record m'a envoyé ici? Je lui ai téléphoné dès votre arrivée. Elle en est heureuse car elle sait qui vous êtes. Elle a suivi toutes vos grandes enquêtes et connaît votre talent de peintre. Je vous en prie, épargnez-la. La pauvre enfant a déjà subi l'interrogatoire de ce policier hier. Elle n'aurait pas la force d'en supporter un autre. Bien, je m'efforcerai de ne pas l'importuner. Oui, elle m'a demandé d'éloigner tous les journalistes. Vous serez la seule exception. La maison et le parc sont à votre disposition. Les deux secrétaires et les domestiques ont reçu des instructions pour vous aider dans vos recherches et vous fournir tous les renseignements qui pourront vous être utiles. Ce Monsieur Trent est un véritable gentleman. Qu'est-ce qu'il vous a donc demandé, Monsieur Martin? Madame Kate, un maître d'hôtel digne de ce nom se doit d'être discret. Monsieur Martin, une cuisinière qui se respecte a le devoir de surveiller tout ce qui se mijote. Faites donc pas tant de cachotterie. Monsieur Trent a dû vous poser des questions sur la façon dont monsieur était avec madame. Il demande ça à tout le monde. On ne peut pas répondre que c'était la lune de miel. Ah, quel malheur! Une femme aussi charmante que madame. Moi, je l'adore. Je me jetterai au feu pour elle. Ce n'est pas une raison pour baisser mon gaz. Il y a un quart d'heure que cette eau est en train de bouillir, ça m'agace. Pour en revenir à ce cher monsieur Trent, je lui ai dit tout ce que je pensais du ménage Manderson. Qu'en premier, j'avais cru que c'était lui qui était contrarié de ne pas avoir d'héritier, puis qu'après, j'avais compris que c'était elle, au contraire, qui aurait voulu en avoir un. Je ne puis concevoir qu'une femme, qu'elle soit de chambre ou d'ailleurs, ose parler de ces choses-là à un homme. Bon, qu'est-ce que ça a de drôle? Voilà un garçon qui a besoin de renseignements pour écrire dans son journal. Je lui raconte ce que je sais. Je ne comprendrai jamais rien aux Français. Ne en faites pas. Ils s'en portent pas plus mal. Quand M. Trent m'a dit de vous faire venir, il m'a demandé si vous étiez intelligente. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que vous étiez française. C'est la même chose. Du reste, il m'a parlé comme à quelqu'un qu'on ne trouve pas trop bête. Je lui ai montré comment je m'y prenais tous les matins quand j'apportais le thé à madame. À peu près comme si vous lui aviez raconté l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est ce qui vous trompe.
Il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Je lui ai expliqué que la porte qui donne dans la chambre de monsieur était toujours ouverte et que mon premier soin était de la refermer en arrivant. Et que naturellement, je la fermais sans jeter un coup d'œil du côté de monsieur. De vous, ça m'étonne bien, par exemple. Et puis, même si j'avais essayé, je n'aurais rien vu, puisque le lit de monsieur se trouve tout à fait dans l'autre coin. Quand on est dans la chambre de madame, on ne voit pas ce qui se passe dans celle de monsieur. Je l'ai dit à monsieur Trent et ça avait l'air de l'intéresser. D'abord, monsieur, je m'en fichais pas mal. Oh, parce que c'est fiché pas mal de vous. Oh, quand vous êtes arrivé, vous avez fait la belle autour de lui. Mais il ne vous a jamais remarqué. Oh là là, je m'en voudrais. De ma vie, je n'ai vu un homme pareil. Bel homme si vous voulez, mais toujours boudeur, maussade, un vrai glaçon. Ce n'est pas comme ce monsieur Trent. J'ai l'idée qu'il vous a tapé dans l'œil. Encore un? Je le trouve pas mal de sa personne. Il a des yeux qui lisent vos pensées avant même que vous ayez parlé. Intelligent et artiste aussi. Paraît qu'il est peintre. En bâtiment? Non, il fait des tableaux. Ça arrive à des gens très bien. Voyez donc, Sir Wilston. Ah, Sir Winston. Je suis sûre que s'il avait eu le temps, il aurait demandé à faire mon portrait. Et puis votre main par-dessus le marché. Vous n'en parlez pas trop de ma main, Mr. Martin. Si vous continuez à m'envoyer de mauvais boniments, il pourrait bien faire connaissance avec votre jolie figure. Et vous croyez que ce monsieur Trent finira par trouver le bandit qui a démoli monsieur? Ce serait pas la première fois. Voilà bien 2 heures qu'il est là où tourner dans les chambres. Il ne fait pas que de tourner. Il regarde dans tous les coins. Tout à l'heure, quand je suis montée, il avait ouvert le placard aux chaussures dans la chambre de monsieur. Il avait sorti une paire de vernis, il l'examinait. Il a dit, ce sont bien les chaussures que monsieur Manderson portait dimanche soir. C'était vrai. Qu'est-ce que ça a de drôle? Oh, je trouve ça prodigieux, moi. Parmi les 125 paires qui sont alignées sur les planches, il était tombé juste. Il faut qu'il soit drôlement malin. Eh bien, qu'est-ce que vous faites, Trent? Vous hypnotisez les chaussures à présent? Non, plus exactement, ce sont les chaussures qui m'hypnotisent. Ah, je comprends. Vous faites comme les paléontologues. En partant de la chaussure, vous essayez de reconstituer l'homme. C'est à peu près ça, Couples. Depuis ce matin, avez-vous un peu avancé? Je ne sais pas. Les idées s'entrecroisent, se rejoignent, se contredisent. C'est encore le fouillis. Vous avez interrogé le personnel? Tout le monde, à l'exception du secrétaire américain, le dénommé Benner. Oui, il passe sa vie au bureau du télégraphe. Et vous avez recueilli des éléments intéressants? Assez. Par exemple, le maître d'hôtel Martin m'a raconté en détail les circonstances dans lesquelles John Dearlow est parti dimanche soir pour Southampton. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain George Harris? George Harris? Non, jamais. Eh bien, ce George Harris était l'homme que John Dearlow avait mission de rejoindre à Southampton. Voilà. Dimanche après le dîner, Manderson marchait autour de la maison avec son secrétaire Dearlow. Quand ils sont passés devant la fenêtre de l'office, le maître d'hôtel a entendu Manderson qui disait « Si George Harris est là, chaque minute a son importance. Il faut que vous partiez tout de suite et n'en parlez à âme qui vive. » Mais il n'est pas question de Southampton là-dedans. Votre remarque est très judicieuse, mon cher Couples, et j'en ferai mon profit. Merci. Quelques minutes plus tard, Manderson, qui était rentré dans la bibliothèque, a sonné son fidèle Martin et lui a dit qu'il allait faire une promenade en voiture avec John Dearlow pour profiter du clair de lune. Mais toujours pas question de Southampton. Toujours pas. 1h15 après, Manderson était de retour. Il a sonné de nouveau le fidèle Martin et lui a dit « Monsieur Dearlow est parti pour Southampton. L'autre secrétaire est couché. Il faut que vous restiez à proximité du téléphone jusqu'à 00h30. Il est possible qu'on me passe un message important. Vous prendrez le texte et me le donnerez demain matin. » Ensuite, il est monté dans sa chambre. Le fidèle Martin a exécuté scrupuleusement les ordres et à 00h30, n'ayant reçu aucun message, il a été à son tour se fourrer dans les toiles. Oui, tout ceci correspond parfaitement à ce que ma nièce m'a dit. C'est seulement quand son mari est monté vers 11h pour se coucher qu'elle a appris le départ de Dearlow. Elle s'était à moitié réveillée en entendant le bruit du commutateur dans la chambre voisine. Elle a demandé à Manderson s'il avait fait une bonne promenade. Il lui a répondu qu'il avait quitté la voiture à 1 mille de la maison pour rentrer à pied et que Dearlow roulait vers Southampton. Oui, j'imagine qu'elle a dû être surprise de ce brusque changement. Et surtout d'entendre son mari lui donner tant de détails. Parce que depuis pas mal de temps, Manderson ne lui adressait presque jamais la parole. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Dites-moi donc, Capals, y a-t-il un côté de cette affaire que vous sachiez et dont vous préférez ne pas parler? Que voulez-vous dire? Manderson rendait sa femme très malheureuse. Vous ne le saviez pas? Si. Mais Oui, vous pensiez que c'était un fait sans importance. je pensais que cela n'avait aucun rapport avec le crime. Oui, le ménage allait très mal. Des mots entre eux? Des brutalités? Oh non, pas jusque-là. Quelque chose de plus grave, peut-être. Il semblait nourrir contre elle un grief perpétuel. J'ignore ce qui s'était passé entre eux. Mabel m'a affirmé qu'il n'avait aucune raison de se conduire ainsi. Et elle ne lui avait pas demandé des explications? Vous ne savez pas à quel point elle est fière. C'est pour ça qu'elle vous avait prié de venir à Marlstone. Et elle avait besoin de réconfort, de conseils. Que pouviez-vous faire? Seulement ce que j'ai fait. Parler à Manderson. Cela a failli se terminer très mal. C'était un homme terrible. Il vous a répondu sans doute de vous occuper de vos affaires. Et quand a eu lieu cette aimable conversation? Dimanche matin. Vous ne l'avez pas revu vivant? Non. Plutôt si. Hein? Si, dans la soirée, oui, je l'ai aperçu au golf. Le lendemain matin, on l'a retrouvé mort. Et je ne sais pas en quoi cette histoire peut vous servir, mais il ne faut pas que ma petite Mabel soit mêlée à toutes ces complications judiciaires qui se préparent. Ah, je vous en supplie, Trent. C'est une enfant que j'ai vue naître. Quand elle est devenue orpheline, ma femme l'a élevée. Je sais, et vous sentez bien que je n'emploie pas ce mot à la légère. Je sais, vous dis-je, que Mabel, c'est l'honnêteté absolue. Douter d'elle, c'est comme si l'on doutait de ma pauvre femme, qui n'est plus. Calmez-vous, mon cher Couples. Comme vous me l'avez demandé, j'ai respecté sa retraite. Je vous remercie. Et pourtant, je l'ai vue. Où l'avez-vous vue? Tantôt. Oui, je rôdais sur les falaises et j'ai aperçu, assise dans l'herbe, une jeune personne vêtue de noir. J'ai su tout de suite que c'était elle. Elle est bien belle, votre nièce, mon cher Couples. Oui, bien belle. Allons, ces chaussures vernies m'ont fait leur confidence, elles aussi. Remettons-les avec leurs camarades. Savez-vous si John Dearlow est dans la maison? Vous voulez l'interroger? C'est déjà fait. Il m'a répété des choses que je savais déjà, mais il prétend ne rien savoir du mystérieux George Harris, qu'il était chargé d'atteindre et que du reste, il n'a pas trouvé. Je sais d'autre part qu'il a été effectivement à Southampton. Mon ami l'inspecteur en a eu confirmation par son confrère de là-bas. Non, je vous demandais s'il était dans la maison parce que j'ai l'intention de visiter tranquillement sa chambre. Et vous avez le temps? En venant, je l'ai croisé sur la route. Il montait au village. Venez-vous? Venez par ici. Ça va. Oui, d'après les indications que m'a donné l'excellent Martin, ce doit être la deuxième porte. Attendez. Oui, c'était pas de doute. Le décor est signé. Et ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un ordre austère. La chambre d'un jeune homme? Oui, ouais. Oui, un jeune homme qui chasse, qui pêche, qui monte à cheval, joue au tennis, au golf, boxe parfois, fait des ascensions en haute montagne. Ça nécessite un véritable arsenal, tout ça. Surtout quand par surcroît, il aime la lecture et fume la pipe. Hein? Oh. Ah, naturellement. Vous voilà en extase devant les chaussures. Ah, que voulez-vous? Moi, je suis amateur de beau cuir. Tiens, Manderson avait le pied plus fin que son secrétaire. Il y a presque une pointure de différence. Vous voyez? Était-il un peu moins grand? Oh non, ils étaient tous les deux de la même taille. Manderson avait la corpulence d'un quinquagénaire en parfait état physique. Et Dearlow, vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écrin? Oh, mais dites donc, drôle de joujou, ça, hein? Oui. Un 6,35. Et il n'y a pas longtemps qu'on l'a nettoyé. Vous savez que c'est une balle de 6,35 qui a causé la mort de l'illustre disparu. On l'a retrouvé logé dans l'occiput. Chut. Quoi? Il y a quelqu'un derrière la porte. Messieurs, Vous êtes certainement Monsieur Banner. Calvin Banner pour vous servir. Et vous êtes Monsieur Trent. Exactement. Je rentrais dans ma chambre. J'ai entendu parler dans celle-ci, j'ai voulu savoir ce qui se passait. Vous avez peut-être cru que j'écoutais à la porte. Ce n'est pas mon genre. J'ai seulement entendu que vous parliez de ce pistolet. Qui appartient vraisemblablement à Monsieur Dearlow. Aucun doute à ce sujet.
Les initiales sont même gravées sur la crosse. J.D. Mais si vous croyez tenir l'arme qui a servi à tuer M. Manderson, vous risquez fort de vous tromper. C'est un modèle très répandu aux États-Unis aussi bien qu'en Angleterre. À cette minute, il y en a au moins 100 000 qui se baladent dans 100 000 poches. Le patron disait qu'il était absurde de se promener sans armes en plein XXe siècle. Alors Dirlo, pour lui faire plaisir, a été s'acheter un pistolet. Il a pris le premier qu'on lui a présenté. Vous en trouverez un semblable dans le bureau de M. Manderson. Et moi? Regardez. Oui. Attention, il est chargé. Peut-être désirez-vous me poser quelques questions, Monsieur Trent. Je sais que vous m'avez demandé. Oh, excusez-moi des tonnes de câbles à expédier. Je pense en effet que nous pourrions nous dire des choses intéressantes. Monsieur Clapence, vous pouvez rester, nous n'avons pas de secret pour vous. Oui, ce fait tard. Je voudrais bien prendre des nouvelles de ma nièce. Ah, eh bien allez, mon cher. Nous nous trouverons ce soir à l'hôtel. C'est ça. Ce bon Couples craint d'être indiscret. Monsieur Banner, si nous parlions un peu de votre collègue John Dirlo. Que voulez-vous que je vous dise? Que Dirlo est un agréable compagnon. C'est vrai. Que nous nous entendons admirablement, c'est également vrai. Qui n'a jamais assassiné personne, j'en donnerai ma parole. Cette photo que je vois sur le coin de la cheminée m'intrigue. Ah, vous ne savez peut-être pas que Dirlo est diplômé d'Oxford. Je m'en doutais. Mais cette mascarade... Il faisait partie du club dramatique. Ah. C'était un des plus brillants interprètes du grand Will. Tiens. Il est représenté là avec 2 camarades costumés en suivant de Falstaff. Un type tordant, John Dirlo, quand il s'y met. Il a un don surprenant pour imiter la voix des gens. Tenez, encore la semaine dernière, j'étais seul dans la bibliothèque, penché sur mes chiffres. Tout à coup, j'entends derrière mon dos une voix métallique, que je ne connaissais que trop. « Vous roupillez, Banner !» Le patron, je me retourne terrorisé. C'était Dirlo qui me faisait une blague. Intéressant. Monsieur Trent, oui? J'aime avoir affaire à des hommes intelligents et actifs comme vous. Ce gros inspecteur de Scotland Yard me fait l'effet d'être le roi des imbéciles. Et je n'éprouve pas du tout le besoin de lui faire part de certaines idées personnelles. Il n'est pas si bête que ça, et je l'apprécie, croyez-le, car il me laisse agir à ma guise et me communique facilement certains renseignements dont j'ai besoin. Mais si vous avez quelque chose à me confier, je vous écoute. J'étais l'auxiliaire permanent de M. Manderson dans son travail. Et son travail, c'était toute sa vie. Je le connaissais mieux que sa femme, la pauvre. Mieux que Dirlo, mieux que ses amis. Il avait donc des amis? À proprement parler, non. Plutôt des relations d'affaires, des hommes d'argent qu'il voyait presque tous les jours. Mais je ne crois pas qu'il ait ouvert un coin de son cœur à qui que ce fût. C'était l'être le plus froid, le plus dur que j'ai jamais connu. Son calme était extraordinaire. Et brusquement, voici quelques mois, il devint sombre, contracté, préoccupé. On eût dit qu'il sentait que quelque chose allait lui arriver, et qu'il ne pourrait y échapper. Et écoutez-moi bien, je suis le seul qui sache cela. Devant tout le monde, toujours la même impassibilité. Mais quand il était avec moi, si quelque affaire n'allait pas comme il voulait, c'était affreux. Je l'ai vu se mettre dans des colères folles, crier et gesticuler comme un pot rouge. Intéressant. Et plus fort, pendant toute la semaine dernière, il a commencé à négliger son travail. Bien qu'en Amérique la situation fût catastrophique, il laissait les lettres et les télégrammes sans réponse. Mais oui, de la dépression nerveuse causée par le surmenage. Quand je lui ai conseillé de voir un médecin, naturellement, il m'a envoyé au diable. Au fond, je crois qu'un médecin ne pouvait rien pour lui. Des hommes de la taille de Manderson ne sont pas fragiles des ménages. J'ai cru comprendre qu'il avait été indifférent avec sa femme. Cet examen, Manderson était un peu trop grand pour se laisser abattre par des bêtises pareilles. Vous êtes jeune, monsieur Banner. Permettez, monsieur. Laissons ça. Vous me disiez que votre patron était tourmenté par une appréhension secrète. De là à affirmer qu'il vivait dans la terreur d'être assassiné, il n'y a pas très loin. Oh, terreur, c'est beaucoup dire, de l'anxiété plutôt. Qui pouvait le menacer? Monsieur Trent, on voit bien que vous n'avez pas vécu aux États-Unis. Lorsque vous me demandez qui pouvait en vouloir à sa vie. Tenez, prenez seulement le lockout de Pennsylvanie il y a 3 ans. 30 000 mineurs condamnés à mourir de faim s'ils n'acceptaient pas les conditions de Manderson. 30 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui lui auraient fait son affaire avec joie. Ces gens-là ont la rancune tenace. Ils attendent parfois des années pour assouvir leur vengeance, et ce n'est pas la largeur de l'Atlantique qui peut les arrêter.
Pour moi, le patron savait que quelques gaillards décidés étaient sur sa piste. Mais ce qui me déroute, c'est de penser que l'autre nuit, il s'est mis en quelque sorte à leur disposition, en se promenant dans le jardin. On dirait qu'il allait chercher son assassinat. Qu'il allait chercher son assassinat. De tout ce que vous venez de me dire, voilà sans doute la remarque qui serait à retenir. Les éléments que vous m'apportez sont intéressants, monsieur Banner, très intéressants. Il faudra que je vérifie s'ils peuvent s'adapter aux faits connus. Voyez-vous, monsieur Banner, j'entrevois une solution à mon problème. Une solution. Hélas. Ah, mon cher Trent, cela me fait joliment plaisir de vous revoir. Mais où donc étiez-vous passé? Depuis 3 mois, impossible de mettre la main sur vous. Je n'étais pas en Angleterre, Capons. Je voyageais. Ah, c'est donc cela. J'ai lu dans le Daily Record des reportages qui étaient assez dans votre manière. Mais ils n'étaient pas signés de vous. C'était un pseudonyme. J'ai parcouru des pays maudits où régnait le désordre. J'ai vu des incendies, des lynchages, des fusillades, des pendaisons. J'étais parti pour me changer des idées. Elles n'étaient pas roses. Elles sont complètement noires. Depuis que je suis rentré, je n'ai pas repris mes pinceaux. Je serais incapable de repeindre un banc. Vous avez la mine d'un homme qui vit sans espoir. Qu'est-ce que vous avez? Des peines de cœur? Ce que j'ai 32 ans. J'ai vu beaucoup de choses, et pas une seule qui soit assez réconfortante pour que j'adopte la physionomie souriante. En somme, je ne vous ai pas revu depuis Marlstone. Je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez disparu aussi subitement sans laisser de traces. Un beau matin, j'interroge le patron de l'hôtel, il me dit que vous veniez de prendre le train. Quand j'ai cherché dans les colonnes du Daily Record les résultats de votre enquête sur l'affaire Manderson, je n'ai trouvé qu'un récit très banal qui m'a étrangement surpris. C'était pourtant bien naturel. Le chasseur Bredouille n'étale pas ses maladresses. Oh, Bredouille, vous, le Nemrod de l'information? N'essayez pas de m'avoir à la flatterie, Capons. Les gens de Scotland Yard n'ont pas fait mieux. Ils ont fini par se ranger à l'opinion de monsieur Banner. Manderson a été abattu par je ne sais quelle main noire américaine et l'affaire est terminée pour eux. Ah, que les Yankees reprennent l'enquête à leur compte si ça leur chante. Non. Non, Trent. Votre réponse ne me satisfait pas. Souvenez-vous de votre dernier soir à Marlstone. Vous m'aviez dit que nous nous retrouverions à l'hôtel. Quand je suis rentré, vous n'étiez pas dans le salon. Je suis monté à votre chambre et je vous ai trouvé au milieu d'un attirail d'alchimiste en train d'examiner des empreintes digitales que vous aviez relevées chez Manderson. Vous étiez surexcité comme un chercheur qui se sent près de la réussite. Vous avez eu un sourire bizarre. Vous m'avez dit... Je pressentais une certaine vérité, maintenant je la tiens. Pourquoi ne m'avez-vous donné aucune explication? Est-ce que vous ne me considérez plus comme un ami sûr? Qu'allez-vous chercher? Je sais qu'avant de quitter Marlstone, vous êtes venu voir ma nièce Mabel, que vous avez eu avec elle une longue conversation. De quoi s'agissait-il? Si elle ne vous l'a pas dit, c'est qu'elle a jugé superflu de le faire. Allons, Caples. Cette affaire est terminée, bien terminée, n'en parlons plus. Je pense, moi, qu'il serait plus sage d'en parler encore. Eh bien, parlez-en si vous voulez, mais je vous préviens, vous en parlerez tout seul. Trent, ne faites pas votre mauvaise tête. Figurez-vous que le jour de votre conversation, je suis passé chez elle. Moi aussi. Un vieil oncle ne se fait pas annoncer. Quand je suis entré dans son boudoir, elle tenait une liasse de feuillets couverts d'une écriture que je reconnus aussitôt, la vôtre. Et ensuite? Je ne lui ai rien demandé. Mais comme je devais avoir l'air intrigué, elle m'a expliqué que c'était votre rapport, que vous le lui aviez soumis avant de le publier. Je ne pouvais agir autrement. C'était agir en parfait gentleman. Seulement, s'il ne s'agissait que de l'article que j'ai lu le surlendemain dans le Daily Record, je ne m'explique pas pourquoi ma pauvre Mabel était dans un état pareil. Dans quel état? Comment était-elle? Une femme en proie à la plus vive émotion, bouleversée, les yeux rougis par les pleurs. Pourquoi cherchez-vous à en savoir davantage? Pourquoi vous obstinez-vous à dissimuler, Trent? Il s'agit peut-être d'un secret qu'il ne m'appartient pas de divulguer. Avouez-le donc. Vous avez découvert l'assassin. Et vous ne voulez pas... Enfin, vous ne vouliez pas le nommer, sans que Mabel vous y autorisât.
L'article anodin du Daily Record prouve qu'elle n'a pas transmis votre papier. N'insistez pas. La personne désignée touchait de près à ma nièce. Et elle n'a pas voulu. Mais vous ne comprenez donc pas à quel point votre silence est intolérable. Vous faites d'elle la complice de l'assassin. Cela, je ne le permettrai pas. Vous m'entendez, Trent? Jamais. Vous possédez la vérité, il faut la publier. Que rien ne reste dans l'ombre. Il faut, Trent. Monsieur Trent, je ne savais pas si je vous reverrais un jour. Mais j'étais sûre que si cela arrivait, il me serait impossible de ne pas vous reparler de l'affreuse aventure. Quand j'ai reçu votre lettre, je ne pensais pas... C'était indispensable. Notre dernier entretien s'était si mal terminé. Je ne vous en ai jamais voulu. Et même, je tiens à vous remercier de votre geste chevaleresque. Renoncer à un triomphe plutôt que de mettre en péril la réputation d'une femme, voilà un sacrifice dont peu de vos confrères seraient capables. Si je vous disais pourquoi... Non, ne le dites pas. Monsieur Trent, quand vous êtes venu me voir à Marlstone, vous m'avez posé quelques questions très précises. Et j'ai fait de mon mieux pour y répondre. Sauf à la dernière. Il fallait être une brute pour vous la poser. Pas du tout. C'était votre rôle. Ouais, je vous avais déjà obligé à me confier certains détails que vous aviez cachés aux policiers. Les raisons réelles du désaccord qui régnait entre votre mari et vous. Votre mariage, une erreur. Il avait 45 ans et vous en aviez 20. Vous l'aviez admiré pour sa force, pour son courage, sa puissance financière. Vous avez été ébloui. Ce qui est bien naturel pour une jeune fille de condition modeste. J'avais parfaitement admis toutes ces raisons et j'aurais dû m'en contenter. Soyez franc. Vous restiez sceptique. Et quand je vous ai raconté mes premières déceptions, que je m'étais vite aperçu que mon mari aimait mieux ses affaires que sa femme, que l'existence brillante qu'il voulait me faire ne convenait pas à une fille comme moi, élevée dans la simplicité et le seul culte de la littérature et de la musique. Quand j'ai évoqué la déception, plus amère peut-être, de mon mari, en s'apercevant que je n'avais pas l'étoffe d'une grande mondaine, vous m'écoutiez en silence. Mais j'étais certaine qu'en vous-même vous pensiez, voilà une femme qui a beaucoup d'imagination. Oh, je vous jure. Non, je vous écoutais. Et même, je vous admirais. Votre voix avait cet accent de sincérité qui ne peut pas être feint. J'étais profondément troublé. Si profondément que vous n'avez pas hésité à m'asséner le coup de massue final. Madame Anderson, pouvez-vous m'affirmer que le changement d'humeur de votre mari n'a jamais rien eu à voir avec la personne de ce garçon? J'ai été odieux. Oui, c'était en somme me demander si je n'étais pas sa maîtresse. Au moment où j'ai prononcé ces paroles, je savais déjà que ce n'était pas vrai, que c'était impossible. Je venais d'en avoir la certitude en vous voyant, en vous écoutant. Oh, madame, pardonnez-moi, je vous ai fait du mal, mais je m'en suis fait beaucoup à moi-même. Depuis 3 mois, je n'ai cessé de traîner ce remords. Oui, ce doute aussi. Mais n'importe qui à votre place aurait eu le même soupçon. Ce que vous avez cru, mon mari l'avait cru avant vous. Votre mari? Il était effroyablement jaloux. Alors ça, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. C'était une supposition tellement absurde. Ou jamais il ne fit allusion à cette idée qu'il s'était mise dans la tête. Mais je devinais qu'elle était là. Et il savait que je devinais. Oh, mais jamais un mot. Nous étions tous les deux aussi obstinés l'un que l'autre. Et voilà. Maintenant, vous connaissez la vérité tout entière. Mais pourquoi ne me l'avez-vous livré que par lambeaux? À Marlstone, il fallait aller jusqu'au bout et me remettre à ma place comme je le méritais. Comprenez-moi, monsieur Trent. Je croyais que l'erreur de mon mari était morte avec lui. Oh, et soudain, votre question. Oh, quel choc. J'ai cru mourir de honte. Comme une sotte, j'ai éclaté en sanglots et vous avez pris mes larmes pour un aveu. Lorsque j'ai réussi à recouvrer un peu de mon calme, vous étiez parti. Je n'avais pas eu le courage d'attendre. Et ensuite, j'ai lu le compte rendu que vous m'aviez laissé. Oh, il n'y était jamais question de moi directement. Mais étant donné la personne désignée et l'intérêt que, dans votre esprit, je lui portais,
ma complicité devenait évidente. Enfin, sinon ma complicité, du moins mon consentement. Bien sûr. Oh, votre manuscrit. Je l'ai lu et relu. Vous auriez mieux fait de le jeter au feu. Oh, il est admirablement fait. Monsieur Trent, vous avez une faculté d'intuition vraiment merveilleuse. Des formations professionnelles. Un peintre regarde sérieusement les choses. Vous regardez une paire de chaussures et vous voilà sur la piste. Oh, ça n'a vraiment rien de sorcier. Je savais par le maître d'hôtel que M. Manderson dînait tous les soirs en smoking. Qui dit smoking dit vernis noir. Comment aurais-je pu ne pas deviner que je tenais les chaussures avec lesquelles votre mari avait fait sa dernière promenade au clair de lune? Elles étaient fraîchement cirées et des particules de gravier provenant du jardin étaient encore incrustées dans les semelles. Veuillez noter en passant, madame, que les semelles des chaussures de marche qui étaient au pied de votre mari, quand on l'a retrouvé, ne portaient aucune trace de ce genre. En tout cas, l'inspecteur de Scotland Yard n'a pas pensé à examiner les chaussures. S'il y avait pensé, croyez-vous qu'il aurait remarqué les petites déchirures du cuir? Si, probablement. Et si, il en aurait déduit comme moi que les dites chaussures avaient été portées par quelqu'un dont le pied était plus fort que celui de votre mari. C'était l'enfance de l'art. C'est tout de même cette découverte qui a servi de point de départ. Ah, pardon. Il y avait aussi la façon insolite dont le cadavre était habillé, et je n'ai pas été le seul à m'en étonner. Mais vous avez été le seul à trouver des explications logiques. Ainsi, pour les chaussures. C'était pour qu'on ne relevât pas la trace de ses pas venant vers la maison que l'assassin avait imaginé de mettre les chaussures de mon mari. Il s'était même appliqué à laisser des traces bien visibles sur le gravier des allées afin de persuader Scotland Yard que votre mari était rentré de sa promenade. Il pense à tout, notre assassin. Voyez, cette idée qu'il a eue de dépouiller la victime de ses vêtements du soir et de les remplacer par d'autres. Ce qui a amené mon brave ami l'inspecteur à penser dur comme fer que M. Manderson s'était relevé dans le courant de la nuit pour sortir. Et comble de chance, voilà un médecin qui déclare que la mort est récente. Ce n'est même plus le courant de la nuit, c'est le petit jour, juste avant que les domestiques se lèvent. Oui, mais vous établissez de façon certaine que le crime a été commis entre 10h et 11h du soir. Quand on imagine des possibilités contraires à celles qui sont généralement admises, on obtient souvent de bons résultats. Tenez, tout le monde admet que ça s'est passé dans le parc, n'est-ce pas? Oui. Derrière la cabane du jardinier. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'on l'a transporté là, après sa mort. La partie la plus saisissante de votre récit, c'est celle où vous affirmez que l'homme qui a parlé vers 11h au maître d'hôtel, puis à moi-même, n'était pas mon mari. Oui, c'était l'assassin. Oui. Il avait beaucoup à faire dans votre maison. Échanger les vêtements de votre mari, nettoyer le pistolet dont il venait de se servir et le remettre dans son écrin, rapporter peut-être quelques petites choses que j'ignore, et puis, et surtout, mettre en place les premiers éléments d'un alibi sérieux. Oh, je frémis encore quand je pense que cet homme est entré dans la chambre voisine, que la porte était ouverte, qu'il se tenait à 10 mètres de mon lit. Croyez-moi, il a dû frémir bien davantage au moment où il avait adressé la parole. Du reste, il est passé beaucoup plus près de vous, puisque c'est par la fenêtre de votre chambre qu'il est sorti sur le balcon avant de se laisser glisser jusqu'à la pelouse. Je m'étais déjà rendormie. Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon rapport, madame. Je crois nécessaire de revenir et d'insister sur certains détails. Oui. Quand vers 11h, le maître d'hôtel est entré dans la bibliothèque, il a vu un homme qui avait la carrure et la taille de M. Manderson, mais il n'a reconnu qu'une silhouette, car l'homme, courbé sur le bureau, lui tournait le dos. L'homme portait le pardessus et le chapeau à large bord que M. Manderson avait pris 1 heure plus tôt pour aller se promener. Et sa voix ressemblait à s'y méprendre à celle de M. Manderson. Elle y ressemblait tellement que lorsqu'à votre tour vous l'avez entendu, vous avez eu la même illusion. À l'un et à l'autre, le faux Manderson a appris le départ de John Dearlow pour Southampton. Il n'avait jamais été question de ce voyage auparavant. Non. C'est même M. Couples, votre oncle, qui a attiré mon attention sur cette particularité. Maintenant, si nous passons en revue les personnes de votre entourage et que nous nous demandions laquelle avait intérêt à propager cette nouvelle, eh bien, nous n'en trouvons qu'une. John Dearlow. Oui. Comment aurait-on été soupçonné un homme qui, à l'heure présumée du crime, se trouvait à plus de 100 000 du lieu où le crime avait été commis? Reprenons les mêmes personnes. Et cherchons-en une qui soit capable de jouer cette comédie convenablement, d'imiter avec autant de perfection l'aspect physique et la voix de quelqu'un. Nous n'en trouvons encore qu'une. La même.
John Dearlow. John Dearlow, ancien comédien amateur du club dramatique de l'université d'Oxford. C'est malheureusement vrai. Seul un homme de sang-froid et connaissant les habitudes de la maison Manderson pouvait mener à bien une telle entreprise. John Dearlow a réussi parce qu'il remplissait ces deux conditions. Il a réalisé sans encombre sa petite mise en scène et a repris la route. Quittant Marlstone vers 11h30, il avait 1h30 à rattraper. Il n'a pas dû être tendre avec son accélérateur, puisqu'à 6h, il arrivait à Southampton. Oui. À Southampton, il s'est montré partout, au Bedford Hotel, au bureau de la compagnie de navigation, au dock, enfin réclamant à corps et à cri son George Harris, que personne ne connaissait. Méthode d'autant plus étonnante que son patron lui avait recommandé une discrétion absolue. C'est vrai. Il n'a pas trouvé de George Harris. Non, ce qu'il a trouvé, c'est un alibi confortable qui a pleinement satisfait la police. Ça, on ne peut guère douter de toutes les choses que vous dites. Pourtant, oui, elles ne sont encore que du domaine de l'hypothèse. Souvenez-vous, madame, qu'il existe des preuves matérielles indiscutables. Les empreintes digitales de John Dearlow que j'ai relevées sur divers objets dans la chambre de votre mari et sur les vitres de votre fenêtre. Oui. John Dearlow a signé. Alors, je me demande pourquoi vous n'avez pas fait suivre mon chef-d'œuvre au Daily Record. À l'heure actuelle, l'assassin de votre mari serait sous les verrous, attendant la conclusion des conclusions. Pourquoi? C'est justement parce que j'étais certaine que ce document lui serait fatal que je ne l'ai pas fait. Je comprends qu'on éprouve une certaine répugnance à donner du travail au bourreau, mais tout de même, il ne faut pas trop encourager le crime. John Dearlow éprouve une rare répulsion pour la violence. Il est absolument incapable de faire couler le sang, je le sais. Voyons, madame, puisque vous approuvez mes arguments... Mais accuser John Dearlow d'un assassinat, mais enfin, c'est comme si l'on venait me dire que vous volez le sac à main des femmes dans le métro. Ah, écoutez-moi. Je me suis trompé sur les mobiles de son acte, ça, je l'avoue humblement. Ces mobiles peuvent être parfaitement honorables. Il a pu tuer en se défendant, par accident, enfin que sais-je. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, le retrouver. Et n'ayez aucune inquiétude. Si ces raisons sont bonnes, il n'aura pas de défenseur plus ardent que moi. Pouvez-vous me dire quelle a été son attitude après mon départ de Marlstone? Après votre départ, je suis tombée malade et je suis restée plusieurs jours à la chambre. Oui. Pendant ce temps, M. Bunner et lui sont venus à Londres pour arranger les affaires avec les avoués. Quand tout a été terminé, il m'a écrit pour me dire que la liquidation était achevée et me faire ses adieux. Oui, il partait pour l'étranger. Mais non, il n'a jamais quitté Londres. Vous l'avez pas revu? Si, il y a un peu plus d'une heure. Comment ça? Mon oncle Couples connaissait son adresse. Je lui ai demandé de l'amener ici aujourd'hui. Nous avons bavardé un moment. Il m'a l'air très en forme, heureux même. Il se marie dans 15 jours. Je suis bien ennuyé pour la malheureuse jeune fille. Et où est-il? Dans la pièce à côté. Mon oncle lui tient compagnie. Je lui ai remis votre rapport afin qu'il le lise tranquillement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ouf, nous n'allons pas le retrouver. Il se sera sauvé par la fenêtre. Au moins ça, ce serait une preuve. Mais je ne crois pas. Je leur dis de venir? Je vous en prie. Vous voulez entrer, Monsieur Trent vous attend. Oh, mon cher Trent. Ça me fait joliment plaisir de vous revoir. Comment allez-vous, Capel? Comment allez-vous, Monsieur Trent? Bonjour, Monsieur Dearlow. Asseyez-vous, messieurs. Vous êtes ici chez vous. Il y a des cigarettes sur la table et le whisky. J'espère que mon oncle s'occupera des verres. Oui, certainement. Bien, je vous laisse. Et surtout, dites-vous bien tout ce que vous avez à vous dire. Monsieur Trent, je vous restitue votre manuscrit. Vous l'avez lu? De la première à la dernière ligne. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il n'était pas possible d'arriver plus près de la vérité. Ce qui signifie sans doute, Monsieur John Dearlow, que je ne l'ai pas tout à fait atteinte. Vous conclurez après m'avoir entendu. Bien. Vous l'avez lu aussi, Capels? Oui, Monsieur Dearlow me l'a passé, oui. Mais je n'ai pas eu le temps de le terminer. Je savais que ce rapport existait, mais je croyais... Enfin, non, je veux dire, je ne croyais pas. Enfin, nous verrons bien. Monsieur Trent, en lisant ces lignes, on se rend compte que vous avez compris le caractère de Manderson. C'était l'un des facteurs essentiels de l'affaire. D'accord.
Voici à peu près un an, chargé par lui de faire des recherches sur les origines de sa famille, j'avais découvert qu'il avait du sang indien dans les veines. Ce qui suffirait à expliquer cette astuce et cette férocité qu'il a montrée en plus d'une occasion. Je dois ajouter que lorsque je lui fis part de ma découverte, il sembla très mortifié. J'ai même l'impression que c'est à partir de ce jour-là qu'il me prit en grippe. Ah, parce qu'il vous avait pris en grippe? Son attitude à mon égard n'a jamais varié. Et quand je dis qu'il m'avait pris en grippe, l'expression est encore trop faible. Cet homme-là me haïssait. Simplement pour lui avoir dit qu'un de ses ancêtres portait des plumes sur la tête. Vous aviez dû commettre une indiscrétion. C'est la première fois que j'en parle. En vérité, je ne puis pas affirmer que ce soit cela. Pendant les vilaines journées qui ont suivi le drame, vous pensez bien que je me suis posé un tas de questions. Il avait une espèce d'idée fixe qui le travaillait. Il devait s'imaginer que je tramais à son insu quelques louches machinations. Pardon, vous parlez d'idées fixes, mais voulez-vous insinuer qu'il était en train de sombrer dans la folie? Fou ou pas fou, il me haïssait. Je n'ai jamais pu m'expliquer pourquoi. Et à quel moment avez-vous commencé à vous en apercevoir? Le soir de sa mort. Car vous avez absolument raison, c'est le dimanche soir qu'il est mort. Laissez-moi continuer. Oui. Tout ce que vous a raconté Martin, le maître d'hôtel, au sujet de mon départ pour Southampton, est strictement vrai, bien que très incomplet. Car il n'avait pu entendre toutes les instructions que m'avait données le patron. Il s'agissait de rejoindre un certain George Harris. Quand je vous ai demandé qui était cet homme, vous m'avez répondu que vous ne saviez rien de lui. Et personne n'en saura jamais rien. Car il n'a jamais existé. Le patron m'avait dit, prenez immédiatement la voiture et partez pour Southampton. Vous roulerez toute la nuit, arrivez là-bas, vous vous rendrez directement au Bedford Hotel et vous demanderez George Harris. S'il est là, expliquez-lui que c'est vous qui êtes chargé d'aller à Paris à sa place. Et qu'il aura bientôt de mes nouvelles. S'il n'est pas là, cela signifiera qu'il a reçu mon télégramme à temps et qu'il ne s'est pas dérangé. Dans ce cas, ne vous inquiétez plus de rien. Prenez le bateau sous son nom, la place est retenue. À Paris, vous descendrez à l'hôtel de l'Opéra, toujours sous son nom. Bientôt, vous y recevrez un message qui vous dira où porter la serviette que je vais vous remettre. Elle est fermée à clé et il faudra en prendre bien soin. Recommandation importante, ne jamais parler de moi, ne jamais m'écrire ni me télégraphier. Mais voilà bien du mystère dès le commencement. Le patron aimait ça. Je mentirais en affirmant que cette expédition me remplissait d'allégresse. Mais on ne discutait pas les ordres d'un Manderson. Ma surprise fut grande, c'est quand je l'entendis quelques minutes après dire à sa femme « Je vais sortir en voiture avec Dearlow. Il a insisté pour que nous allions faire un tour au clair de lune. Il prétend que cela me fera beaucoup de bien. » Et il croyait sans doute que je ne pouvais pas l'entendre. C'était un mensonge. Et c'était la première fois que je l'entendais mentir. Alors nous sommes partis. À 1 mille environ de la maison. Vous vous rappelez peut-être, on passe devant une grille, c'est l'entrée de Charing Golf. Très bien. C'est là que Manderson me demanda d'arrêter. Vous permettez? Oui, je vous écoute, Monsieur Cabot. Quand vous vous êtes arrêté, vous n'avez remarqué personne? La route était absolument déserte. Merci. Continuez, s'il vous plaît. Le patron est descendu. Bon voyage, et surtout ne lâchez pas la serviette. Voilà les dernières paroles que j'ai entendues de lui. Pendant que je remettais en marche, par hasard, je tournais les yeux vers mon rétroviseur. Son visage soudain m'apparut éclairé en plein par la lune. Quelque chose d'effrayant, des traits crispés comme tordus. Le rictus d'un fauve prêt à mordre avec quelque chose de victorieux, de triomphant. Alors je compris que cet homme devait être fou. Et qu'à coup sûr, il me haïssait mortellement. J'ai continué à rouler pendant quelques centaines de yards. Passé le premier tournant, pensant qu'il ne pouvait plus m'apercevoir, j'ai fait halte à nouveau. J'avais besoin de réfléchir, je commençais à être terriblement inquiet. Cette mission bizarre, ce mensonge incompréhensible, enfin cette vision épouvantable. Monsieur Train, vous n'avez pas l'air de me croire. Merci, continuez. Je suis donc là, dans la voiture arrêtée, remuant des idées peu folâtres, sentant grandir en moi la certitude que si je continue ma route, je cours vers une catastrophe. Je sens contre ma hanche la précieuse serviette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tant pis. J'arrache la fermeture, je regarde, je reste sidéré.
un rouleau de billets de banque qui peut représenter 2 ou 3 000 livres et 2 petits sacs en peau de chamois. Je sais ce que ces sacs contiennent, des diamants, des pierres magnifiques. Oui, depuis quelque temps, Manderson achetait des diamants et les serrait dans ses sacs. Il y en a pour une fortune. Oui, la police a retrouvé la serviette et son contenu dans un tiroir de Manderson non fermé à clé. Et ce manque de précaution avait paru plutôt suspect. Je vous dirai pourquoi vous l'avez trouvé là. Bien, continuez. Cette fois, plus de mystère. Je peux toujours aller à Southampton, je n'ai pas plus de chance de rencontrer un monsieur appelé George Harris que le Dalai Lama. Alors je m'embarquerai sous un faux nom et arrivé à Paris, je m'installerai sous ce même faux nom dans l'hôtel indiqué. Je n'aurai plus qu'à attendre tranquillement, avec la serviette toujours fermée sur les genoux, que la police vienne cueillir le secrétaire indélicat, disparu avec les richesses de son patron. Maintenant, je suis fixé, la prison, le déshonneur, une vie définitivement gâchée. Voilà ce qui m'attend, une vengeance soignée, comme vous voyez. Tout cela n'est pas mal raisonné. Non, mais non, je ne vais pas me laisser faire. Il faut retourner sur les traces de ce salaud, le rattraper sur la route et lui dire son fait. Tout Manderson qu'il est, il va en prendre pour son grade. Vous étiez en colère. Oui, plutôt, oui. Je fais tourner la voiture et je fonce dans la direction de Marlstone. Déjà, j'aperçois la grille du terrain de golf. Bon, un coup de feu. D'abord, je crois que c'est l'énergumène qui vient me tirer dessus. Je ralentis, j'arrête. Près de la grille, une forme sombre, écroulée dans l'herbe. Je descends. J'approche prudemment. Manderson. De l'orbite fracassée, un filet de sang coule vers l'oreille. Le cœur a cessé de battre. À côté, son grand chapeau. Et un pistolet. Je le ramasse. C'est mon pistolet. Vous voulez me demander quelque chose, M. Caples? Oui, excusez-moi. À ce moment-là, vous n'avez pas imaginé que quelqu'un avait pu passer par là? Non, tout de suite j'ai été certain qu'il s'était bel et bien suicidé. Il était fou. Mais comment avait-il pu s'y prendre pour qu'on n'ait pas retrouvé sur son visage traces de fumée, de brûlure? Il y avait pensé. Il avait tenu l'arme éloignée. Ça ne devait pas être très facile. Mon cher Caples, laissez-le continuer. Tout ce qu'il explique est très clair. Vous savez que les fous réussissent des tours de force extraordinaires. Ils préparent leur coup avec une minutie dont les gens normaux seraient incapables. Manderson avait résolu de mettre fin à son existence, et en même temps à la mienne. John Dearlow, assassin et voleur, était bon pour la corde. Quoi faire? Ramener son corps, dire les choses telles qu'elles s'étaient passées? Quel juge ajouterait foi à un roman pareil? M'enfuir, je n'irai pas loin. Dans ces moments-là, le cerveau travaille vite. En quelques instants, mon plan était arrêté. Vous connaissez le reste. M. Trent l'a relaté dans son rapport beaucoup mieux que je ne saurais le faire. La seule chose qu'il est négligé d'éclaircir, c'est la présence de cette serviette bourrée de millions dans le tiroir du patron. Monsieur Trent, je suis sûr que si vous vous étiez occupé de cette serviette, comme vous vous êtes occupé des chaussures vernies, vous seriez arrivé à découvrir quel avait été mon rôle exact dans l'affaire. Merci de la leçon, jeune homme. Je n'ai pas l'intention de vous offenser, Monsieur Trent. Je veux seulement dire que vous en étiez capable. Pour débrouiller le truc des chaussures, il fallait vraiment avoir le coup d'œil. Bon Dieu, ce qu'elles ont pu me faire mal. Peut-être avez-vous besoin de quelques explications encore? Bon. Savez-vous pourquoi j'ai ramené le corps dans le parc, au lieu de le laisser à l'endroit où il était tombé? Parce que ce dimanche-là, il y avait bal à Marlstone, et que je risquais d'être surpris par des danseurs rentrant chez eux. Monsieur Trent, savez-vous pourquoi j'ai commandé au maître d'hôtel Martin de rester auprès du téléphone jusqu'à 00h30? Pour avoir le temps de faire vos préparatifs. Soyez tranquille. J'ai compris, vous êtes sorti en traversant la chambre de Madame Manderson parce que la fenêtre de son mari ouvrait juste au-dessus de celle de l'office où se tenait Martin. C'est cela. Et voilà. Je croyais n'avoir rien laissé au hasard et pourtant j'ai commis tant d'erreurs. Les manchettes remontées, la cravate, les lacets ficelés n'importe comment. J'étais si pressé. Et les empreintes digitales. Alors là, vraiment, c'était une gaffe de débutant. Ouais. Vous n'avez plus de questions à me poser, Monsieur Trent? Non. J'espère qu'il ne subsiste plus aucun doute dans votre esprit. Plus aucun. Dans ce cas, Monsieur Trent, je vais vous demander la permission de me retirer. Puis je ne savais pas que cet entretien nous mènerait aussi tard et j'ai un rendez-vous important. Votre fiancé? Ah! Vous devinez cela aussi. Décidément, vous êtes imbattable. Nous nous reverrons, j'espère. Ce n'est pas impossible. Merci d'avoir pensé à moi pour la cravate de chambre. Mais
Au revoir. Et sans rancune. Monsieur Capples, enchanté de vous avoir revu. Vous voudrez bien m'excuser auprès de Madame Manderson? Je ne comprends pas, mon cher Trent. Comment vous avez pu soupçonner ce garçon? Je ne le soupçonne plus, mon opinion est faite. Comment cela? Il est très fort. Vous avez vu avec quel calme il nous a débité cette histoire invraisemblable? Capples, je crois vous l'avoir déjà dit, on ne se suicide pas en se tirant une balle dans l'œil, même quand on est complètement fou. Où est le téléphone? Que voulez-vous faire? Appelez Scotland Yard. 1 minute, je vous prie. Tout de suite. John Dirlow est innocent. Il a assassiné Manderson et il faudra bien qu'il explique pourquoi. Je vous dis que non. Mais qu'est-ce qui vous prend, Capples? C'est moi qui ai tué Manderson. Quoi? Vous êtes un peu surpris, forcément. Fantastique. Peut-être désirez-vous savoir comment cela est arrivé? Allez, mais allez donc! Quand j'étais à Marston, il m'arrivait souvent de faire un petit tour dans la campagne avant de me mettre au lit. Ouais. Ce soir-là, je suis sorti de l'hôtel vers 10h15. J'ai suivi la route pendant quelques minutes. Arrivé à hauteur du golfe, l'idée me vint de traverser le green et de revenir par le sentier qui longe la falaise. Je n'avais pas fait 10 pas que j'entendis une voiture qui approchait. Elle s'arrêta à peu de distance et je vis Manderson en descendre. Vous rappelez-vous, je vous ai dit un jour que j'avais revu Manderson vivant après notre algarade du dimanche matin. Oui. Eh bien, c'était cette fois-là. Vous m'interrogiez, je n'ai pas voulu mentir. Ne me faites pas languir, Capples. Il faisait, comme vous le savez, un très beau clair de lune. Mais j'étais à l'ombre des arbres. Ni Manderson, ni Dirlow ne pouvaient me distinguer. Je vis l'auto repartir. Manderson me tournait le dos. J'attendais qu'il s'en aille pour continuer mon chemin, et il restait là, immobile. Soudain, d'un geste brusque, il sortit de sa poche un objet brillant. Je n'ai pas été long à me rendre compte de ce que c'était. Depuis que j'ai entendu John Dirlow, je commence à croire que Manderson n'avait pas l'intention de se suicider, mais seulement de se blesser pour faire croire à une tentative d'assassinat. Peut-on laisser un homme se tuer devant vous sans intervenir? Même quand il s'agit d'un homme qu'on déteste. J'ai bondi sur lui pour le désarmer. Je lui ai saisi les poignets. Parce qu'en me voyant, il avait tourné son arme dans ma direction. Nous avons lutté comme deux brutes. Et il était beaucoup plus vigoureux que moi, mais quand on défend sa vie, je ne sais comment je suis arrivé à lui arracher le pistolet. Comme il revenait à l'attaque, j'ai tiré. J'ai entendu la voiture de Dirlow qui revenait. Je me suis enfui. Je suis rentré à l'hôtel. Je me suis couché. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Dans votre rapport, je croyais que c'était moi que vous dénonciez. Maintenant, si vous y tenez absolument, je vais me livrer à la police. Ne faites pas ça, Capples. Vous vexeriez terriblement mon vieil ami l'inspecteur de Scotland Yard, et cela pourrait nuire à son avancement. Il a 4 enfants, et c'est un si bon bougre. Il ne me reste plus qu'à flanquer ce rapport au feu. Je suis guéri. Oui, plus jamais je ne me mêlerai de débrouiller les mystères criminels. L'affaire Manderson est la dernière affaire de Philip Trent. Son présomptueux orgueil s'écroule. J'aurais pu tout supporter, tout, sauf la démonstration que vous venez de me donner de l'impuissance de la raison humaine. Mon cher Capples, il faudrait bien que je vous pose encore une question. Oh, une de plus ou de moins. Je crois que ce sera la dernière. J'espère que je saurai vous répondre. Votre nièce... Ma nièce? Oui. Savez-vous comment elle a organisé sa nouvelle existence? En reprenant ses anciennes habitudes de jeune fille. C'est une musicienne fervente. Elle assiste aux concerts, va à l'opéra, joue du piano. Et elle en joue divinement. Et ses relations? Oh, les amis qu'elle avait dans les milieux artistiques l'ont retrouvée avec joie. Savez-vous si elle a des projets? Je pense que si elle en avait d'importants, elle me les aurait confiés. Enfin, je voulais dire... n'a-t-elle pas, par exemple, idée de se remarier, hein? Enfin, une femme aussi belle, aussi jeune encore, ne peut pas rester seule toute la vie, quoi. Hein? Oh, je ne pense pas. Non, elle ne tient pas tellement à l'argent. Mais elle a bien le droit de ne pas s'emballer. Si elle se remarie, elle perd tous les droits à l'immense fortune que lui a léguée son mari, selon la volonté expresse de cet homme au grand cœur. Vraiment? Vous ne le saviez pas? Elle le dit à tout le monde. Elle prétend que cela évite beaucoup de malentendus. Je voudrais que vous l'entendiez.
Elle proclame en riant qu'elle n'a pas encore rencontré homme assez insensé pour s'affubler d'une veuve de tendance égoïste, ayant des goûts et des habitudes coûteuses. Et pour tout avoir, le maigre argent que lui a laissé son honnête magistrat de père. Ce sont ses propres paroles. Elle dit ça, non mais c'est merveilleux. Hein? Un homme assez insensé. Regardez-moi, Caplas. Cet homme est devant vous. Et le plus insensé n'est pas celui qu'on pense. Oh, traître. Vous l'aimez donc? Oh, j'en suis heureux pour elle. Allons la rejoindre et lui apprendre que l'affaire Manderson est définitivement classée. Venez, Caplas, venez.